Laura, comment vous est venue cette idée de faire 30 ans de marronnier, l'œil de la presse sur la maçonnerie? Cette idée est partie de mes études parce que j'ai fait tout mon cursus à Sciences Po Ex et donc il me fallait un mémoire de fin d'études et comme j'étais dans un cursus plutôt communication presse et lobbying, je me suis dit pourquoi ne pas faire un second mémoire sur la franc-maçonnerie puisque j'en avais fait un déjà sur franc-maçonnerie et laïcité et donc du coup je suis partie sur cette idée-là avec une base assez faible, puisque c'est un travail qui n'avait jamais été fait auparavant. Il y a quelques travaux sur historiques, notamment sur la Belle Époque, qui sont trouvables, mais sinon sur la partie récente, c'était quelque chose d'assez novateur, on va dire, et c'était le défi de ma cinquième année à Sciences Po. Et aujourd'hui, c'est un livre et j'en suis très heureuse. Il y a très longtemps, quand j'ai fait mes études de journalisme, mon professeur disait au mois de juillet, au mois d'août, quand on n'a rien à dire, on fait des marronniers, on parle des soucoupes volantes. Question, est-ce que 30 ans de marronnier, c'est 30 ans de soucoupes volantes en maçonnerie? On fait plutôt des articles sur la franc-maçonnerie, non pas au mois d'août, mais à l'approche, par exemple, des élections présidentielles, puisque c'est un sujet qui revient sur 30 ans dans tous les magazines que j'ai pu comparer. C'est un sujet assez récurrent et en général, ça marche par paire, puisque vous avez le premier numéro avant les élections qui interroge sur la relation qu'ont les candidats avec les maçons en essayant de les identifier. Et après les élections, on essaye de deviner qui est maçon au gouvernement. Pour le reste de l'année, il y a d'autres occasions pour parler de la maçonnerie? Oui, bien sûr, il y a des sujets assez génériques, je dirais, sur la franc-maçonnerie. Il y a plusieurs angles de traitement. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'analyse que j'ai pu faire dans ce livre. On parle de franc-maçonnerie quand on parle de politique, quand on parle d'affaires et quand on parle de réseau. Le corpus de votre ouvrage est centré sur quatre hebdos, Le Point, l'Express, le Nouvel Obs, le Figaro Magazine. Lesquels sont les plus prolixes et pourquoi? On dira que sur les 30 années qui se sont écoulées, Le Point et l'Express tiennent le haut du panier sur des angles qui sont assez différents et ça je pense que c'est lié aux trajectoires individuelles des journalistes. L'Express et Le Point sont vraiment les magazines qui ont plus parlé de la franc-maçonnerie et l'Express bien sûr a cette particularité d'avoir su saisir l'opportunité du numérique en créant un blog qui aujourd'hui n'existe plus et a été désactivé, mais un blog qui était estampillé Express et qui traitait cette fois de la franc-maçonnerie, mais d'un point de vue plutôt intérieur, alors que la focale était précédemment plutôt extérieure. Parlez-nous un petit peu du vocabulaire et de l'iconographie qu'il y a sur ces articles et essentiellement et surtout sur les premières de couverture. Alors, si on fait un focus sur les unes et qu'on s'occupe de l'iconographie, effectivement, l'iconographie, elle est toujours déjà en termes de couleur sur un contraste entre, par exemple, le noir et le rouge, le noir et le jaune. Il y a cette dimension que l'on retrouve après dans le vocabulaire, finalement d'un juste équilibre entre révélation, ombre, secret. Et d'ailleurs, le secret, c'est le fil rouge en fait des magazines et des unes que l'on peut trouver sur ces 30 ans d'études. Donc ça, c'est déjà intéressant. Comment on met en relief un titre qui va intéresser, qui va être court, qui va se pencher sur des révélations, sur la notion de secret et la couleur. En termes d'iconographie, on a plusieurs styles de unes, je dirais. On a celles qui sont en rapport avec des sujets comme la politique. Donc on va mettre des personnalités en avant, on va mettre des monuments en rapport avec le pouvoir, l'Élysée par exemple. Et à contrario, on va aussi faire beaucoup de unes basées sur les symboles maçonniques en général, les décors. Et il y a ce que moi j'ai appelé la figure du maçon sans tête, c'est-à-dire que quand on représente un franc-maçon sur une, alors déjà c'est un homme, la franc-maçonnerie féminine n'existe pas dans, je dirais, l'iconographie. Donc c'est un homme, on le reconnaît par rapport à son buste, et il est sans tête, il est déshumanisé, ce qui vient pour moi appuyer et renforcer cette notion de secret et de société secrète qu'on colle un petit peu à la franc-maçonnerie.
Il y a toujours une dimension d'enquête et c'est quelque chose, la révélation, la lumière sûre, la vérité sûre, c'est un vocabulaire effectivement qu'on retrouve énormément, alors qui n'est pas propre à la franc-maçonnerie puisque c'est un petit peu le rôle, je dirais, du journaliste de lever le voile, mais disons que ce vocabulaire-là, dans le contexte de la franc-maçonnerie, prend une teinte différente. Ça vient renforcer cette idée de mystère que l'objet maçonnerie en tant qu'objet culturel porte déjà en elle. Dans votre ouvrage, il y a tout un chapitre qui est réservé à la bascule média. Comment, une fois qu'on passe du papier au blog, je pense au, au blog La Lumière de François Coche, comment ça intervient sur l'image de la maçonnerie et quel a été le rôle ou quel devrait être ou quel serait ou quel sera, quel devrait être le rôle des loges et des obédiences, voire des très respectables grands maîtres pour quelque part rééquilibrer ou au contraire modifier l'image de la maçonnerie. Alors le passage au numérique, il est intéressant. Il est intéressant pour plusieurs, pour plusieurs entités, hein, pas que la franc-maçonnerie, puisque on passe en fait sur l'espace de parole à quelque chose de beaucoup moins centralisé qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait une information qui était assez ce qu'on appelle top-down, donc qui partait du haut pour descendre. Descendante. Aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose qui peut venir effectivement d'en bas, non pas parce que tout le monde n'est pas journaliste, mais en tout cas, il y a une facilité de communication aujourd'hui que le numérique a rendu possible et qui n'existait pas avant. Donc de ce fait, sur la partie comment est-ce que le passage au numérique a redistribué l'espace de parole. Pour l'exemple du blog de François Coche, ça a été, je l'ai dit précédemment, de déplacer la focale. C'est-à-dire qu'avant, dans la presse magazine, il y avait une dimension vue de l'extérieur. Le prisme du blog de François Coche, qui, parce qu'il est blog, relève un peu de cette dimension qui semble personnelle, même si dans ce cas-là c'est un blog professionnel, donne cette focale vue de l'intérieur, avec des sources de l'intérieur, des documents relatifs aux obédiences que j'avais vu circuler notamment. Donc on change la focale. Et là où c'est intéressant, c'est que la focale est aussi changée au niveau des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire des obédiences, mais aussi, je pense, des francs-maçons eux-mêmes qui peuvent, par ce biais-là, communiquer autrement que par les médias. Donc il y a eu une redistribution de la parole à ce moment-là, notamment avec les réseaux, les blogs initialement parlant, puis les réseaux sociaux. Et donc, ça permet à chacun d'avoir ses propres canaux et donc de diversifier l'information. Néanmoins, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que il y a d'une part la communication et l'information au sens journalistique du terme qui demeure même si le support change. Est-ce que les loges se sont emparées du passage et de la bascule média? Alors bien avant cela, je dirais qu'il y a, c'est quelque chose que j'ai relevé également dans le livre, c'est bien avant les réseaux sociaux, il y a eu à un moment donné une volonté de certains grands maîtres d'aller dans la presse, d'aller parler, de prendre le contre-pied de certaines affaires qui avaient été mises en exergue. Je pense notamment au positionnement du Grand Orient au début des années 2000, qui a finalement imposé le Grand Orient dans l'imaginaire collectif comme l'obédience de référence. Alors, je ne porte pas de jugement sur le Grand Orient de France, mais disons que le panel maçonnique est assez large en France pour dire que, il n'y a pas une seule voie. Mais en tout cas, il y a eu ce premier élan communicationnel au début des années 2000 qui est très intéressant et qui a pris corps dans la presse. Quels étaient les grands maîtres qui se sont particulièrement fait remarquer? Sur vraiment les prémices que je cite, il y a eu une Oui. grande impulsion sous la mandature de Alain Bauer notamment, qui a énormément communiqué et fait apparaître le Grand Orient dans les médias. C'est assez, ça a été assez personnalisé, c'est vrai. Et à cette époque-là, il y a eu pas mal d'interviews, notamment duo avec le grand maître de la Grande Loge de France de l'époque, Michel Barras. Voilà, pour moi, c'est l'opération de com la plus marquante de ce que j'ai pu étudier sur 30 ans. Eh bien, Laura, merci d'avoir répondu à mes questions. Ben, merci. Bravo pour cet ouvrage
qui, quelque part, au-delà de la maçonnerie, permet de mieux comprendre la fabrique de l'information, et donc un ouvrage qui peut être lu par tout le monde. Oui, ça se veut grand public pour petits et grands maçons et non maçons, effectivement.